people need to have an awareness of the environment that they're in order to understand the impact that they have on it. Other than the building itself, there's no technology in this house at all. There's no ventilation equipment, there's no heating, there's no cooling. And also, it's in the middle of the Karoo. If something breaks, you know, who's going to fix it? It's, you know, there's a very practical aspect to this as well. For me, the fundamental thing is about how can a building be comfortable in the landscape so that it feels that the story of the house becomes part of the story of the landscape. You know, it's a chapter of the story of the landscape. I like that idea that, you know, through building we can connect to memories and we can connect to sensation and we can, so yeah, and I'd always wanted a kind of tower of books in a house, and so that's what I did, and I think, you know, it's my house, so I can do it. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on est toujours en Afrique du Sud et là on est en route pour aller visiter la maison d'une architecte et elle nous fait le plaisir de nous ouvrir sa maison, mais il faut qu'on arrive jusque là-bas parce qu'elle est perdue dans le petit village de Prince Albert qui se trouve dans la région du Karoo, et la région du Karoo c'est un désert. Prince Albert est isolé par une magnifique route qui sillonne les montagnes. On appelle cette route le Swartberg Pass. On n'est pas encore au pass, donc pour l'instant c'est déjà des paysages magnifiques, donc j'ose pas imaginer quand on va arriver au pass comment ça va être. On sent qu'on arrive dans le désert, il est immense. Et c'est pas un désert comme on l'entend avec des grandes dunes de sable. Il y a de la faune, il y a de la flore, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Bon, en fait le Karoo est un semi-désert, c'est-à-dire que son climat est majoritairement aride, mais qu'il y a tout de même une période humide avec de très faibles précipitations. Comme beaucoup de déserts, il s'est formé il y a bien longtemps. Il aurait entre 2 et 300 millions d'années. Le Karoo est divisé en deux sous-régions, séparées par les montagnes du Swartberg. Le Grand Karoo au nord et le Petit Karoo au sud. Notre destination se trouve dans le Grand Karoo. On doit donc traverser le Swartberg par un col qui culmine à plus de 1500 mètres. Heureusement pour nous, une route a été construite il y a 150 ans. Mais elle est toujours dans son état d'origine. À l'époque, il n'y avait pas encore de bitume et les terrassements de la route en lacets ont été réalisés en pierre sèche. C'est donc une route aussi magnifique qu'emblématique que nous empruntons pour nous rendre dans la petite ville de Prince Albert. On vient d'arriver dans la petite ville de Prince Albert et en prenant un café, on a découvert une petite map de la ville qui décrit tous les bâtiments. En fait, ils ont fait un petit itinéraire dans les rues les plus intéressantes et d'un côté, et puis de l'autre, il y a à chaque fois une description de chaque bâtiment avec l'année de construction et un petit mot sur son histoire. Ils proposent de faire un tour qui dure plus ou moins 1h30, 2 heures. On va t'emmener avec nous et te parler de tout ça. Je sens qu'on va découvrir plein de choses. Prince Albert est une petite ville typique d'Afrique du Sud, avec un quartier majoritairement blanc qui constitue le centre-ville et la zone rurale proche, et un quartier majoritairement noir, le township beaucoup plus dense et plus peuplé. C'est un héritage de l'apartheid encore bien visible. Lorsqu'on arrive dans la ville, on est tout de suite frappé par la végétation présente, alors qu'on vient de traverser une zone très aride. Il y a en fait une source d'eau proche de la ville qui alimente les maisons grâce à un système de petits canaux et d'écluses. Bon, alors bien évidemment, cette eau, elle est utilisée surtout pour les jardins, pour arroser les plantes. Ce n'est pas l'eau potable, mais ça alimente quand même une bonne partie de l'eau de la ville. Une autre chose qui est marquante, c'est la couleur des maisons. Elles sont toutes d'un blanc éclatant, mais ça je t'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard.
petite béquerie, mais il n'y a plus de pain, mais il y a des petits macarons. On va aller voir. Ah, macaron, je dis pas non. C'est vraiment hyper agréable de se balader dans cette ville à pied parce qu'elle est hyper calme. En fait, la ville, elle est juste à côté du désert du Karoo. Donc, elle est entourée de montagnes. Enfin, c'est très aride et il n'y a que quelques rues. La ville n'est pas très très grande et une ambiance particulière dans cette ville. On peut se balader à pied, tu vois. Je suis en train de marcher sur la route. Hello. Et ce type d'architecture, il est vraiment typique de cette région, mais il n'a rien à voir avec le climat. Tu vois, par exemple, construire avec des toitures en pente, ici, ça n'a aucun sens parce que il pleut jamais. Mais vu que c'était le style de l'époque, tout le monde a construit comme ça, avec ce style. Tous les bâtiments Cap Dutch. Si tu as vu nos précédentes vidéos, tu sais que l'architecture Cap Dutch est un style de construction importé par les colons néerlandais que l'on retrouve surtout dans le Cap oriental en Afrique du Sud. Il se traduit par des bâtiments d'un blanc éclatant construits en briques de terre cuite, enduits à la chaux avec des toitures en chaume parfaitement exécutées. On les reconnaît notamment par leurs pignons joliment décorés qui soulignent l'entrée positionnée au milieu de l'édifice. Ils ont la date de construction sur leur mur pignon. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut se rendre compte que ces bâtiments, ils sont de style Cap Dutch, mais ce n'est pas du Cap Dutch traditionnel car ils ont été construits bien après. Et en fait les Anglais, quand ils sont arrivés ici, ils ont voulu créer un style architectural en harmonie avec les bâtiments existants et donc ils ont créé le Cap Dutch Revival. Donc on prend la base du Cap Dutch et on le modernise. C'est pour ça que tu vois qu'il y a vraiment des différences, par exemple dans la toiture, dans la forme, mais qu'il y a aussi des particularités communes comme ces pignons décorés avec la date. Donc là on le voit très clairement que ce n'est pas du Cap Dutch traditionnel. Le bow window sur le pignon, on l'a jamais vu. Donc c'est un Cap Dutch stylisé et c'est pour ça qu'on l'appelle le Cap Dutch Revival. Il est remis au goût du jour. Je suis même pas sûre que les murs soient à la chaux comme on a vu dans le traditionnel parce que les Anglais, quand ils sont arrivés ici, ils ont importé beaucoup de matériaux, contrairement aux Néerlandais qui ont construit avec les matériaux locaux. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir d'un style, tu peux en fait en décliner plein d'autres. À l'époque, quand les Néerlandais ils sont venus, eux, ils ont essayé de construire avec les matériaux locaux parce que, évidemment, je pense qu'acheminer des matériaux depuis la Hollande, ça devait être assez compliqué à cette époque-là. Mais quand les Anglais sont arrivés, évidemment, c'était beaucoup plus facile de naviguer, les échanges, le commerce étaient beaucoup plus développés et donc ils ont pu construire avec des matériaux qu'ils connaissaient de chez eux, ici, en Afrique, mais en reprenant un style qui vient des Hollandais et qui a été construit avec des matériaux locaux. Bref, je trouve que c'est un joli méli-mélo qui rend des architectures vraiment très, très intéressantes et très jolies. Dans la région, on retrouve aussi beaucoup d'architectures qui ont ces petites vérandas avec ces colonnes en acier et ces petites décorations autour de ces colonnes. Ce n'est plus du tout un style Cap Dutch, ça c'est un style victorien. Il date de la fin du 19e siècle. C'est arrivé avec les colons anglais. On l'appelle le style victorien parce qu'à l'époque c'était la reine Victoria qui avait la couronne d'Angleterre. Ce style, on le différencie très facilement du Cap Dutch parce qu'il a ces petites vérandas, comme je le disais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au Cap Dutch qui utilise que des matériaux locaux, les Anglais, ils ont importé les ferronneries d'Angleterre pour avoir quelque chose de commun qui rappelait leur pays. Le bâtiment derrière moi, il a été construit en 1883 et depuis sa date de construction, c'est un hôtel. Donc c'est un vieil hôtel et on va pouvoir aller dormir à l'intérieur. Comme ça, on va visiter une architecture victorienne de l'intérieur. C'est parti! On est ici dans la petite ville de Prince Albert. Je dis petite ville parce que c'est très très petit et c'est entouré de montagnes. Donc ce n'est pas très facile d'accès. On a traversé des montagnes et des chaînes de montagnes pour arriver jusqu'ici. Les paysages étaient magnifiques et on est venu jusqu'ici, encore une fois, uniquement pour l'architecture. On va t'amener dans cette magnifique maison qui est derrière moi, qui est construite par une architecte originaire d'Afrique du Sud, mais qui a actuellement son bureau à Londres. Allez viens, je t'emmène. Hello.
Dès qu'on rentre à l'intérieur de la maison, on a un espace immense. On est un peu perdu avec l'échelle parce que la hauteur de plafond est inhabituelle. C'est vraiment un grand espace et il y a cette percée visuelle qui s'agrandit vers le jardin. Donc on est un petit peu bousculé dans nos habitudes quand on rentre dans la maison, mais une fois qu'on s'y attarde un petit peu, on commence à prendre nos marques et on commence à s'habituer aux différences des volumes. Et là où elle est la plus frappante, c'est quand on passe de cet espace entre deux à cet espace de living où là, la hauteur, elle est immense. I wanted to be an architect because I visited cathedrals with my parents when I was young, and I like spaces where the proportions are exaggerated. The living space in this house is extremely tall. It's 5.6 meters. There are 5.6 meters in every dimension. And there is something about feeling your body in that volume which makes you aware that you're in a space which isn't a kind of standard domestic space. Ce qui est très intéressant, ce qui renforce l'effet de cube et de hauteur, c'est que comme tu le vois, il n'y a pas de lustre, pas d'ornementation, pas de tableaux qui viennent sur ces murs. Donc tu as les murs purs blancs. Il y a ce volume, ce cube qui est juste percé par des ouvertures vers l'extérieur. Et donc tu as juste la lumière naturelle qui rentre de l'extérieur à l'intérieur. Et pour tout ce qui est lumière pour le soir, tout est caché dans des petites trappes comme ici, et donc tu ne verras jamais physiquement la lumière dans tes yeux, ça va être juste une illumination de l'espace. Donc on est ici dans la maison même de l'architecte, donc c'est sa maison de vacances, donc elle l'a conçue vraiment avec toutes ces références architecturales qu'elle a voulu mettre dans cette maison. So I'm interested in learning from old buildings and how they have this sense of texture and character that a lot of modern buildings don't have. And that is about how people make things and how they use their hands to make things and how you keep the trace of that making in the building. So I took the builder to the church and I pointed at the finish on the church and I said, okay, that's the way I want the plaster finish to look. I want my building to look like it's been here that long. You know, I want it to look like an old building. I wanted to have that sense of things, of layers and hands and yeah. Other than the building itself, there's no technology in this house at all. There's no ventilation equipment, there's no heating, there's no cooling. People need to have an awareness of the environment that they're in order to understand the impact that they have on it. So this house forces you to be responsive to what's happening around you. Whereas here, humans have to act on the building in order to maintain comfort internally. And what I like about that is that it means we have to be very conscious of our place in the world. And we have to be conscious of what's happening in the external environment. We have to be responsible for it. Also, it's in the middle of the Karoo. If something breaks, you know, who's going to fix it? It's, you know, there's a very practical aspect to this as well, that putting machinery into remote buildings is just not a good idea. Il y a très peu de matériaux qui ont été utilisés dans cette maison et là,
où je me trouve, on peut voir un petit peu tout ce qui a été utilisé. Donc les murs, c'est des murs à la chaux blanc. C'est le même revêtement à l'extérieur et à l'intérieur de toute la maison. Et c'est une vieille technique. Les plus vieux bâtiments de la ville sont revêtus avec cette même chaux. Donc c'est vraiment une technique locale qui a été utilisée dans ce bâtiment et elle a été hyper bien mise en œuvre parce que toutes les entreprises locales de construction et tous les ouvriers savent construire avec cette technique. Le deuxième matériau qu'on retrouve dans toute la maison, c'est le bois. Ce bois-ci, malheureusement, il n'est pas local parce que c'est très difficile de trouver ici dans cette région, et même en Afrique du Sud, du bois aussi épais. Donc il a été importé des États-Unis. Mais alors c'est le même bois qu'il y a dans toute la maison. Pour les fenêtres, pour les portes, pour les volets et pour tous les mobiliers qu'il y a à l'intérieur en bois. Même si ce bois il a été importé, il y a vraiment eu une volonté d'utiliser le maximum de bois que tu peux avoir du tronc d'arbre. Et donc c'est pour ça que tu vois qu'il y a des morceaux qui sont coupés inégalement. C'est pour utiliser même les chutes du tronc de bois. Et le sol est très intéressant aussi. C'est des briques de terre cuite et le sol intérieur et extérieur est le même. Donc en fait il n'y a qu'un pavement au sol dans toute la maison. Cette maison, elle est passive, il n'y a aucune machine dans le bâtiment, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de climatisation, mais il y a tout un effort qui a été fait dans le concept de la maison pour pouvoir la chauffer pendant l'hiver et la refroidir pendant l'été. Et alors ces petits volets que tu vois ici, que j'ouvre comme ça, qui se retrouvent dans toute la maison, ils sont faits pour pouvoir ouvrir et aérer et ventiler l'intérieur de la maison. Donc l'été, forcément, tu vas les ouvrir le soir et l'hiver, tu vas les ouvrir la journée pour avoir la chaleur. Aussi, la couleur du pavement aussi foncé, elle a été choisie pour réchauffer la maison en hiver. Comme on est dans un désert, il y a des extrêmes de température en été et en hiver. Donc en été, il peut faire jusqu'à 40 degrés et ces petites volets de ventilation sont très importants pour refroidir l'intérieur de la maison le soir. Mais en hiver, il peut faire jusqu'à -6 et -10 degrés, ça gèle. Donc il faut utiliser toutes les astuces possibles pour réchauffer la maison parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et donc c'est pour ça que ce pavement il est aussi foncé parce que du coup il capte la chaleur du soleil pendant la journée et il peut redonner cette chaleur le soir. Cette maison, pour moi, c'est un petit bijou d'architecture. On s'y sent bien à l'intérieur. C'est ouvert sur l'extérieur. Tu as vraiment ces vues sur les montagnes de partout où tu te trouves dans la maison. Et en même temps, tu peux t'intimiser aussi de cette lumière très forte qu'il peut y avoir ici dans le désert avec ces volets. Et du coup, ça crée des jeux très intéressants d'entrée de lumière dans la maison. Donc c'est vraiment une maison que tu peux adapter en fonction de tes envies, de tes besoins, de tes moments. Tu peux complètement l'ouvrir, complètement la fermer. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, tu te sens jamais dans le même espace. L'espace évolue avec toi au cours de la journée. Et ce qui est aussi vraiment magnifique, c'est le paysage environnant. L'architecte nous l'a bien dit, elle a choisi cet endroit parce qu'elle adore la nature et le paysage et les montagnes qu'il y a autour. Et cette magnifique route que tu dois emprunter pour venir jusqu'ici, tu as l'impression d'arriver au bout du monde. For me, it functions as a place where I can think clearly. It's like a cleaning of my brain happens in the desert and in this place. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, il n'y a pas énormément de matériaux qui ont été utilisés dans cette maison. Par contre, elle est assez complexe au niveau de ses volumétries, c'est-à-dire qu'il y a plein de volumes de tailles différentes et donc ça crée à chaque fois des espaces différents. Et à chaque fois, ces espaces, ils s'interconnectent évidemment et c'est ça aussi qui crée des situations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais la nature, c'est comme ça. Dans la nature, il n'y a jamais vraiment de lignes toutes droites, de trucs qui sont parfaits. Non, il y a toujours des choses un petit peu difformes qui s'entremêlent dans cette maison. Évidemment, il y a des formes qui sont simples, qui sont basiques, comme le carré, le rectangle, le cube. Mais après, entre ces formes simples, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est plus difficile à déterminer et c'est là que ça crée vraiment des espaces intéressants avec des vues intéressantes, des ouvertures intéressantes. J'ai bien aimé ça aussi. Oui, et c'est ça qui crée des ambiances différentes. Ouais, aussi.
Et tous ces différents volumes aussi, ils créent différentes terrasses, différentes toitures terrasses que tu peux apprécier à différents moments de la journée avec des vues sur le paysage. Et chaque toiture terrasse a sa petite ambiance particulière, comme ici par exemple, un petit feu pour le soir avec ton petit verre. Et le mur derrière moi, il te permet de t'abriter du vent. C'est vrai que c'est bien appréciable quand il y a des journées comme ça, hyper venteuses. Et je m'imagine bien là, allumer un petit feu, avoir un petit verre de vin dans les mains et observer les étoiles toute la nuit, parce que ici, comme on est dans le désert, évidemment, il y a des magnifiques ciels car il n'y a pas de pollution lumineuse. Et oui, on va pas pouvoir filmer la nuit malheureusement parce qu'on ne va pas rester cette nuit, mais on a une très jolie photo de la maison avec la Voie lactée à te montrer. Et pourquoi pas on se cacherait pas là? On pourrait se cacher ici. Bah oui, pourquoi on se cacherait pas ici là, avec un petit feu? T'as une allumette? On n'a pas d'allumette et on n'a pas le vin pour apprécier. Mince, une prochaine fois. Ouais. On y pensera quand on revient. So the big gift of being able to do your own project is time. People often ask me if I have any regrets about this building. And really I don't. And I don't because I had all the time I needed to take to feel that it was the right building.